Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver, format un peu inédit spécial, vous l'avez vu, j'étais pas en live mardi et mercredi, donc hier pour débriefer ces barrages retour de Ligue des Champions, il y en a des choses à dire, honnêtement on a totalement kiffé, c'était renversant, beaucoup de suspense, de surprise, avec l'exploit de Bodo Glimt, c'est vrai que ça donne une saveur particulière à ces barrages, et mine de rien, voilà une petite prolongation entre la Juve et Galatasaray, l'Atalanta qui fait sa remontée, Paris qui est mis dans le dur. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ces rencontres. Bruges qui n'a malheureusement pas résisté à Atlético sur le retour. C'est vrai, comme le disait Thibaut, salut Scipion, tu nous habitues à mieux comme prédiction. Là, je l'avoue, sur ces barrages, j'avais pas la vision. Je me suis foiré totalement. Je pense que sur les 8 matchs, j'ai peut-être 3 des équipes qui passent. Parce que je pense que j'avais le Real, le PSG, Newcastle. Sinon, peut-être Leverkusen, donc 4 sur 8. Mais sinon, j'avais pas vu Galatasaray le faire contre la Juve. Bodo, l'exploit au retour, je le sentais pas. Forcément, on a également, c'est Atlético qui l'a fait. Moi, Bruges, c'était ma surprise. Bon, après, ils auront montré de belles choses. Hein. Donc, très content de vous retrouver. Ce qu'on va faire, c'est qu'évidemment, on va revenir sur les matchs un peu clés. Ce qui s'est passé pour Paris, l'exploit de Bodo Glimt, un petit peu les autres adversaires tendance et surtout se projeter sur le tirage au sort. C'est demain à midi, donc récapituler surtout qui peut tomber contre qui, en rappelant évidemment que ces barragistes recevront à l'aller mais se déplaceront au retour. Donc refaire un petit point sur le tableau. Demain, je pourrais pas faire de live, je serai même pas avec hors-jeu, je pourrais pas faire de live tirage au sort, mais je serai là pareil un petit peu sur le même mood, peut-être un peu plus tard, fin d'après-midi. Comme ça permettra de revenir sur le tirage au sort avec des champions. Mais vous me connaissez bien, il y a aussi demain le débrief, le tirage au sort Europa League pour savoir l'adversaire de l'OL et potentiellement s'il y a le LOSC, en sachant que les deux peuvent se croiser, et Strasbourg aussi en Pipion League. Donc comme ça c'est bien parce que on sera 3-4 heures après, ça permettra de faire un live un petit peu au calme, d'avoir aussi quelques réactions, de savoir peut-être les calendriers, hein, ça peut être intéressant également. Donc voici un petit peu le programme, parce que je pense que vous l'avez remarqué, j'étais assez pris ces derniers jours. Pour tout vous dire, j'ai calculé, après le calcul est pas très long, mais je suis resté plusieurs jours sur Paris pour faire des émissions, des tournages. En tout, j'ai eu 5 tournages, donc vous allez pas mal voir ma tronche sur des formats courts, sur des vidéos. Bon, il y a des lives où vous m'avez vu, hein, forcément hors jeu. Il y a aussi la e-Ligue 1, la compétition d'IFC, où j'étais invité hier avec Bruce, Braque, Brian et Rafsou. Très sympa à faire pour une première, franchement j'ai bien kiffé l'expérience. Et aussi Domingo qui m'a invité à ouvrir des packs, des cartes de sport, de foot, et très bon moment passé. Je dis pas ça parce que c'est Domingo, c'est une personnalité très connue d'internet, mais on s'était juste vu une fois un quiz de Zach, et on a vraiment kiffé, passé un très bon moment. Donc encore merci à lui et toutes ses équipes pour l'accueil, parce que c'était super sympa, et j'ai même rencontré des gros passionnés de sport. C'est ça qui était intéressant, c'est que les gars qui ouvrent des cartes à longueur de journée, ces personnes-là, c'est aussi des comme moi, des mordus, des passionnés. Donc on a bien échangé, c'est vrai qu'il y avait un très bon feeling. Et après, il y avait quelques petits tournages avec Youth, avec Football Day. Donc même avec Youth, j'en ai profité. J'ai pas pu liver, faire des débriefs des débriefs LDC. Mais vous aurez bientôt une tier list. Je pense que je la sortirai la semaine prochaine avec notre ami Youth, et thème très sympa, je pense que vous avez bien kiffé. Donc tout ça sortira petit à petit. J'ai aussi eu des réunions, donc c'était vrai que c'était 3 jours intenses. Évidemment, mardi soir j'étais comme ça, là, j'avais les veines là, putain, je peux pas parler de Bodo Glimt, je peux pas parler de ce qu'on a vécu avec cette sensation norvégienne, ou même hier, juste après, l'Atalanta, la presque remontée de la Juve et le PSG dans le dur. Mais comme ça également, je pense que ça peut être sympa, vous savez, de revenir à froid. En plus, on peut avoir quelques indications, et surtout se projeter sur ces huitièmes de finale. Donc c'est pas un mal pour un bien, parce que j'aurais aimé évidemment live direct après les matchs comme je le fais d'habitude. J'ai fait une petite entorse au règlement, mais je pense que vous avez compris que il y avait pas mal de réunions et de moments à Paris. Salut Horcrux, c'est quel but qui est représenté dans ton dos à la 88e derrière moi? Donc du coup là, c'est le but de Cheikh Diabaté en finale de la Coupe de France contre Evian Tonon-Gaillard, le deuxième qui offre la Coupe de France à l'incroyable équipe de Francis Gillot. Et celui qui est derrière mon épaule droite, c'est le but de Pogba contre la Croatie à la Coupe du Monde 2018. Et j'en profite pour vous saluer sur le chat, hein. Vous êtes une centaine, on n'est même pas 17h, même pas à la débauche, donc ça fait plaisir. Vous êtes nombreux avec Valou PSG, Ademo, Wail.
On a quelques personnes sinistrées dans le chat, hein. On a quelques soldats qui sont tombés au front. Une pensée pour Thibaut, supporter du Bayern, qui a pris sa remontée, hein, voilà, hein, ça pendait au nez de Dortmund. Je pensais pas vraiment que l'Atalanta le ferait. Je voyais Dortmund se qualifier, donc moi-même je suis surpris. Et le pauvre, vous savez ce qui arrive samedi? Il y a le Bayern. Donc force vraiment à lui, à ce bon Thibaut qui est souvent présent. Salut à la Vigie, j'espère que tu as bien crack. À M8, à Soso Chat, la modératrice qui vous rappelle bien sûr, si vous aimez ces contenus, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. On est présent sur YouTube et également en podcast. Le COP de Scipion, salut à Demo, le comeback. Non mais tu vois, c'est drôle, hein, franchement c'est la première fois cette saison, je crois que je loupe la LDC. Et moi-même, ça m'a manqué. En plus, ce qui est... Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais la semaine dernière, j'ai fait les 2 lives. Il y avait la soirée, on avait un peu tout le monde, tous les gros guests. On avait Paris, le Real. En plus, le Real, avec ce qui s'est passé du côté de Vinicius, l'émission a bien marché. Et le lendemain, il y a eu toutes ces surprises. Voilà, Bruges qui fait un gros match contre l'Atlético, le 3-3. On a également... La rencontre entre Galatasaray qui expédie la Juve, le 5-2, et surtout Bodo Glimt qui tape l'Inter. Et cette émission, elle a mieux marché. C'est-à-dire que vous êtes un public de connaisseurs, vous êtes là vraiment affûtés, parce que l'émission sur Bodo Glimt a mieux marché que celle sur le PSG et le Real. C'est pas le cas, je pense, de tous les créateurs de contenu, tous les gars qui parlent de foot, toutes les personnes qui font du YouTube, des Twitch ou quoi. Donc merci à vous, parce que c'est quand même assez gratifiant de savoir que quand vous êtes là, je peux quand même parler de Bodo Glimt, et c'est un thème qui va intéresser du monde. Donc je crois que Bodo nous l'a bien rendu. Je vous propose qu'on aille directement un petit peu sur... on va peut-être faire juste après, je pense, le compte-rendu des barrages, mais ce qui tombe demain à midi, c'est ce tirage au sort, bien sûr, des 8e de finale, qui va un petit peu nous intéresser, nous captiver. Donc on va aller se voir peut-être le récap des potentielles affiches. Je pense que ça va être intéressant à ce niveau-là. Donc Paris qui a battu Monaco dans la douleur, avec un seul but d'avance, tombera soit contre Chelsea, soit contre le Barça. Dans l'autre partie de tableau, c'est Newcastle, du coup, qui s'est qualifié. C'est vrai que forcément, ce qui interpelle dans ce tableau final, c'est la présence massive des Anglais. Les Anglais qui n'ont qu'une seule équipe qui est passée par les barrages, ils en ont 5 qui sont qualifiés direct comme ça, c'est quand même une sacrée performance. Donc voilà, t'as plus d'un tiers qui est présent dans ce sens. Alors c'est vrai que si on parle aussi de cette formule LDC, moi vous connaissez mon avis, je l'ai redit hier en tweet, je trouve que la phase de groupe est trop longue. Je trouve que 8 journées, ça étire un petit peu, quitte à copier l'excellente Conference League qui en est à 6, ça pourrait être une bonne solution. Et pour ceux que ça intéresse, la Conference League, c'est un système de chapeaux en 6. C'est pas les 4 chapeaux qu'on connaît d'habitude. Eux, ils ont des chapeaux, 6 chapeaux, voilà, chapeau 1 jusqu'à chapeau 5, chapeau 6. Et t'affrontes une équipe de chaque chapeau avec 3 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. Et je trouve que c'est un bon compromis parce que du coup, la première phase, elle s'étire pas trop. Les barrages exceptionnels. L'an dernier, c'était pas mal parce qu'on avait quand même eu le Feyenoord qui tape le Milan et la Juve qui perd contre le PSV. Donc c'était des grosses performances. Cette année, franchement, on a peut-être un des plus grands exploits de la LDC moderne. Alors, bien sûr, on a vu les limites de l'Inter, une équipe fatiguée, mais sincèrement, Bodo Glimt, je sais pas où est-ce qu'on le place dans l'histoire de la LDC et des résultats les plus fous, parce que tu vois, là, j'ai en mémoire le Celtic qui tape le Grand Barça, mais c'était qu'un match de groupe. Pareil pour, je crois qu'on a eu le Sheriff Tiraspol qui avait gagné à Bernabeu, mais c'était un match de groupe. Là, confrontation, 2 matchs, c'est quand même très très fort. Donc, moi, je suis assez admiratif. Et ouais, je pense que c'est peut-être dans le top 5, voire top 3 des plus grands exploits de la LDC quand tu regardes la différence, parce que même si Bodo Glimt, on est tous un peu enchantés en ce moment, et on va le redire, la capacité à faire nul à Dortmund, victoire contre City à la maison, victoire du côté de Madrid pour aller chercher sa qualif, et 2 succès contre l'Inter, c'est un truc assez fou, mais ils gagnent leur premier match qu'à la 7ème journée, et avant ça, ils ont un peu galéré, ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre la Juve, ils ont perdu à Galatasaray de mémoire, donc ça n'a pas été simple leur parcours, mais ils ont très très bien switché. Et comme je le disais, très souvent on parle, vous savez, du rythme, de l'intensité, de la fatigue, mais quelque part le rythme c'est très important, savoir enchaîner des matchs toutes les semaines ou tous les 3 jours. Bodo Glimt, ils ont arrêté leur championnat en novembre, et je me demande si, à force d'avoir des calendriers qui s'étirent, est-ce que ces équipes scandinaves vont pas avoir un petit avantage à l'avenir, en sachant que tu as une saison qui est coupée et qui s'arrête de novembre
à fin février, début mars, et finalement tu peux te reposer. Alors bien sûr, si tu tombes sur une équipe qui est en jambes, qui est en confiance, ça peut le faire, mais des équipes comme City, comme l'Inter, Atletico, qui jouent tous les 3 jours, ils arrivent contre des mecs qui sont reposés à 100%, qui ont fait 2-3 matchs de prépa, ils ont fait un beau petit stage du côté, alors eux c'est pas Marbella comme les Marseillais, mais ils ont fait je crois un stage en Espagne. Peut-être que ça peut leur servir dans ce sens désormais, comme je vous le dis, dans ce football où tu as un agenda qui est de plus en plus rempli. Donc beaucoup d'anglais, c'est vrai, t'as un italien qui sauve la mise, un club français, t'as 3 espagnols du coup avec le Real, l'Atlético, le Barça, t'as un portugais, t'as 2 allemands avec le Bayern et le Bayer, et t'as donc un norvégien et un turc. C'est bien parce que t'as pas mal d'équipes hors top 5 finalement, t'as le Sporting, Bodo et Galatasaray. C'est toujours bien, je trouve, dans une Ligue des Champions d'avoir ces équipes qui sortent de ce système-là. Et justement pour la répartition des équipes, ouais, c'est vrai que le synthétique à moins 10 degrés, ils vont assurer le top 24 chaque année. Mais tu sais que comme Viking a gagné le championnat, Bodo Glimt ne sera peut-être pas en LDC la saison prochaine, parce que je sais plus comment ça se passe pour la Norvège, s'ils ont une place et genre le premier, tu vois, il accède au premier, deuxième ou troisième tour, mais 2 équipes, à mon avis, l'an prochain, Bodo Glimt, ça m'étonnerait pas qu'ils soient en Europa League ou en conférence, mais eux, ils s'en contenteront peut-être, et mine de rien, c'est peut-être une dinguerie ce que je vais dire, mais Bodo Glimt, avec ce niveau de préparation et ce qu'ils ont connu, bon, après on reviendra vraiment longuement sur Bodo Glimt, mais est-ce que c'est pas une des équipes qui peut aller chercher sa Pipion League, son Europa? Tu vois, ils ont déjà fait quart comment ça s'appelle, ils ont déjà fait quart de conférence, ils ont fait demi d'Europa. Peut-être que c'est une des équipes qui pourrait aller chercher d'ici quelques années ça, si l'effectif ne bouge pas trop. 6 clubs anglais, c'est une première en 8ème. Oui, ça c'est clairement sûr, c'est une première. Et c'est vrai que c'est Badginho qui dit Villarreal 2022, c'était quelque chose. C'est vrai que Villarreal 2022, pas mal le parcours, hein, parce que sortir et la Juve et le Bayern, bon, c'était déjà une Juve qui avait décliné, mais le Bayern, surtout que c'était Nagelsmann, je crois qu'il avait un peu gonflé les pecs en mode ouais, c'est bon, on va se qualifier, rendez-vous en demi. Bah, il a juste pris la porte, hein, le vieux père. Donc, ouais, c'est pas mal, mine de rien, Villarreal à citer. Merci beaucoup à Dark Chirac pour le petit abonnement. Earth of Midlothian, premier de SPL, 4 points devant les Rangers, le soleil brille, la vie est belle. C'est vrai que la météo, elle fait plaisir dans ce sens. Et ouais, tu vois, Earth of Midlothian l'an prochain en LDC, ce serait quand même assez dingue. Et pour terminer, ouais, comme tu le dis, Baz Labicrave, très beau pseudo, bien sûr. Tellement juste que le club anglais ne s'affronte pas en poule. C'est un truc aussi. Si je devais aller sur au-delà du format, à savoir une phase de ligue raccourcie pour éviter d'avoir ces 2 matchs supplémentaires, peut-être une meilleure répartition des pays, parce que ce qu'a fait Bodo Glimt, je pense que c'est important de ne pas limiter la LDC qu'aux gros championnats européens. Alors c'est pas juste pour dire regardez c'est rigolo d'avoir en quart de finale un Ludogorets ce Fenerbahçe, c'est pas ça que je désire premièrement, mais c'est peut-être plus donner la possibilité à ces clubs de ces championnats là d'avoir un accès à la LDC qui est un peu plus priorisé. Par exemple, est-ce que les 2 places qui sont accordées par le COEF UEFA, vous savez que chaque année les 2 championnats qui réussissent le mieux dans les compétitions européennes ont une place en plus qui est accordée. Par exemple, à la Première Ligue, très souvent, ils ont une 5e place parce que leurs clubs vont assez loin. L'an dernier, voilà, je crois que ça avait bénéficié à Chelsea ou à Newcastle. J'ai plus exactement le club. Si souvent, c'est l'Espagne, c'est l'Italie et l'Allemagne. Est-ce que ces 2 places, finalement, on peut pas les donner à 2 champions de 2 pays différents? Est-ce qu'on peut pas le donner aux champions de Belgique? Est-ce qu'on peut pas le donner aux champions du Danemark, aux champions de Norvège par exemple, qui vont avoir peut-être avec des bons résultats? Est-ce que c'est pas le champion de Grèce? Vous voyez où je veux en venir? Je pense que c'est important de peut-être avoir plus de champions de genre, je sais pas, ce serait évidemment utopique, mais genre les 12 champions des 12 meilleures places au COEF UEFA, hop, ils sont qualifiés d'office. Et après, tu fais une répartition 3-4 comme ça. C'est vrai qu'il y a 36 pays, donc ce serait peut-être mieux, tu vois, d'élargir comme ça. Après, bien sûr, quand tu vas en Ligue des Champions, que t'es Bodo Glimt, tu récupères un chèque qui est monumental. Et le risque, je peux le comprendre, hein, c'est que quand Bodo Glimt récupère un chèque de 50 millions d'euros, à côté, bah, Viking, ils ont 3 millions d'euros de la Conference League, Brad Mergen, ils ont 5 millions. Ce serait un peu difficile, tu vois. Mais en même temps, est-ce que ça leur permettrait de pas, eux, de se développer, d'être plus performants en Coupe d'Europe? Et après, bon, bah oui, ils peuvent se faire challenger. Il y a des championnats où, quoi qu'il arrive, même avant cette réforme de la LDC, l'Écosse, t'en as parlé d'Arc Chirac, il y a le Celtic à 75%, les Rangers à 25%, les autres, ils laissent des miettes. Donc c'est pas évident. Mais il y a d'autres championnats qui sont un peu plus disputés. Tu vois, la Belgique, chaque année, j'ai l'impression, enfin pas chaque année, mais je crois que de mémoire, les derniers champions, ça va être Bruges, Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. Donc tu vois, t'as un bon roulement. La Turquie, t'as Galatasaray qui en a repris quelques-unes, mais t'avais Fenerbahçe aussi. T'as eu Başakşehir qui a pris les titres. Enfin, est-ce que cet argent, tu vois, ça va pas servir aux champions à se
à se remettre un petit peu d'aplomb, à faire du beau mercato, et les autres à essayer de les concurrencer, de challenger. Donc voilà, c'est ce que ça méritait être une vidéo un peu plus longue sur la réflexion apportée sur ce format LDC, mais je pense qu'il y a des petites retouches à faire pour éviter d'avoir peut-être cette concentration. Je suis pas jaloux de la première ligue, c'est pas ça la question, mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'a fait Bodo Glimt, est-ce qu'on peut pas donner un peu plus de place aux différents champions? Je pense que ça pourrait être une idée sympathique. Donc on récapitule, parce que là j'ai beaucoup parlé. PSG et Newcastle face à Chelsea ou Barça, Galatasaray face à Tottenham, Liverpool, et c'est pareil pour Atlético. On a du coup, le Real Madrid face à Manchester City, est-ce que j'ai besoin de dire l'autre adversaire? Parce que le Real City, c'est... Voilà, j'ai plus vu Real City que Madaron. Enfin, au bout d'un moment, il faut dire les termes. C'est l'affiche qui revient tout le temps en Ligue des Champions. Et au bout d'un moment, on souffle. Mais le destin, le calendrier, le format font bien les choses. Et aussi, dans l'autre sens, Bodo Glimt, mine de rien, on peut peut-être avoir des huitièmes de finale assez ouverts. Tu vois, un Galatasaray Tottenham, un Bodo Glimt Sporting, peut-être un Newcastle-Chelsea, même si c'est une confrontation 100% anglaise, mais au bout d'un moment, ça va devoir tomber un petit peu. Et on termine par l'Atalanta ou Leverkusen face au Bayern et Arsenal, en rappelant évidemment que ce sont ces deux équipes qui voilà, ont des chances de s'éviter, enfin c'est même pas des chances, elles vont s'éviter quoi qu'il arrive. Si le Bayern et Arsenal ne s'affrontent pas, ils pourraient s'affronter juste en finale. Ils sont chacun de leur côté avec l'avantage en plus de recevoir quoi qu'il arrive à chaque fois au retour. Donc est-ce que j'ai des envies particulières d'affiches? Après, Atlético-Liverpool, on a eu pas mal, mais Atlético, ils aiment bien ce genre de coup, justement. Un peu la position outsider. Le Bodo Glimt face au Sporting Bodo Glimt Guardiola. Alors, en vrai, le City qui a battu Bodo Glimt, c'est une belle équipe, quoi qu'il arrive, c'est City. Mais c'est un City qui a un peu changé. L'arrivée de Marc Guéhi a fait beaucoup de bien. Après, j'ai pas envie de dire, j'ai pensé que contre l'Inter, la marche serait trop haute, et ils l'ont fait avec panache. Donc, je préférais Bodo Glimt Sporting parce que je trouve que c'est un huitième de finale qui est totalement inédit. Enfin, personne n'aurait pu le prévoir, et je pense que ça aurait été assez sympathique de pouvoir aller jusqu'au bout de cette idée. Et là, pour le coup, ce sera assez ouvert parce que Bodo Glimt qui peut faire la différence dès l'aller, le Sporting qui a terminé top 8 mais qui est pas infaillible, ça, franchement, ça peut avoir sa petite importance. Et ouais, le Gala Tottenham, ça fait très longtemps, je crois qu'on n'a pas eu un club turc en quart. Je pense que ça va être peut-être Gala ou Fenerbahçe au début des années 2010, donc ça peut apporter son biscuit. Après, pour le reste, le PSG, quoi qu'il arrive, comme je le disais, c'est des rendez-vous sympas parce que Barcelone, t'as toujours cette rivalité qui est entretenue. Merci Falex, c'est depuis Gatassa en 2013 contre le Real. Bien vu. Le PSG-Barça, parce que ça se titille, ça se chambre. Et je pense que même si le PSG, on va revenir là-dessus, et pas à 100%, ne rassure pas contre ce Barça-là, qui a toujours une belle armada, mais défensivement, il y a des lacunes, ça peut franchement faire un huitième assez ouvert. Chelsea, c'est l'heure de la revanche, donc aussi curieux de ça. Ouais, en vrai, Gala Tottenham et Bodo Glimt Sporting pour avoir des matchs assez ouverts. Le Real City, quoi qu'il arrive, on prend parce que ça reste du spectacle. L'Atalanta contre qui En fait, Arsenal, tout le monde dit ils sont un peu en mode moins flamboyant, moins spectaculaire, mais ils ont quand même sorti cette grosse victoire à Tottenham. Donc ils se sont remis d'aplomb. C'est pas évident, mais est-ce que l'Atalanta peut faire l'exploit contre l'une de ces deux équipes? C'est pas simple. Non, en vrai, je pense que quoi qu'il arrive, que ce soit Atalanta ou Bayern, ça fera le taf, quoi. Le problème actuellement, c'est que t'as aucun gros vraiment en forme. C'est vrai que il n'y a pas d'équipe qui se détache, mais je mets quand même les deux qui ont terminé premiers, Arsenal et le Bayern, top 2 naturellement, parce qu'elles ont leurs lacunes, mais ça reste collectivement plus abouti que d'autres équipes qui tirent la langue comme le PSG, qui ont des failles qui peuvent être rédhibitoires comme le Barça, ou qui ont des soucis collectifs à certains moments comme le Real. Après, c'est toujours des équipes, j'ai envie de voir. Hein. Liverpool, ce que ça peut donner. City, également avec ce mercato que j'aime bien, Marc Guéhi, Semenyo. Atlético, parce que vous savez que l'Atlético a vraiment décroché en Liga. Ils ont perdu à la maison contre le Rayo, le Betis, donc ils ont pris 6 points de retard, et là ça semble dur. Mais ils ont fait ce gros résultat en demi-finale aller de Coupe d'Espagne avec le 4-0. Là, ils ont sorti un gros match retour contre Bruges. Est-ce que l'Atlético du Cholo s'est pas mis en mode match couperé, coupe? Et ça fait longtemps justement qu'on n'a pas vu l'Atlético faire une demi de LDC. Est-ce que ça remonte pas à 2017, 2018? C'est vrai que ça fait un paquet d'années. Donc cet Atlético qui a pris Lookman et qui est un peu en mode vas-y, c'est l'ADR de Griezmann, c'est peut-être l'ADR de certains joueurs. J'ai envie de voir ce que ça peut
donner un petit peu. En tout cas, c'est vrai que si on a un PSG Barça, un City Real, un Atlético Liverpool, ouais, on va quand même avoir des matchs popcorn. Et dans l'autre sens, hein, si on a du Bodo Glimt Sporting et du Gala Tottenham, ça peut faire une LDC avec des quarts. Au final, tu auras des équipes que tu n'attendais pas à ce niveau-là. Mais c'est ce qu'on apprécie avec cette compétition, c'est d'avoir, comme je vous le dis, je réclame pas d'avoir 8 équipes de 8 pays différents à chaque fois. Mais moi, j'aime bien quand il y a un peu de variation. Et cette saison, avec Bodo Glimt, ça a de quoi sourire. Ouais, la dernière de l'Atlético, c'est 2017, le triplé de CR7. Ouf, c'est vrai que ça remonte à un petit moment, évidemment. Atlético Liverpool, le Choismo vit toujours. Je vous propose qu'on aille faire un petit récap de ces différents barrages, de ce qui nous ont marqué. On va commencer par peut-être la surprise, le match sensation et cette très belle victoire de Bodo Glimt face à l'Inter. Ils l'avaient fait à l'aller. Là, ils avaient un match retour à disputer. Ils ont réussi à engranger de nouveau une victoire. Un match où je pense que vous avez vu les stats, c'est assez lunaire. L'Inter a une trentaine de tirs, ne cadre que 6 ou 7 fois. Donc franchement, chapeau à Bodø parce que le match aller était très bien. Ils avaient bien géré cette équipe. Ils n'avaient pas paniqué après le premier but. Le premier but et l'égalisation d'Esposito. Et derrière, ils avaient déroulé. Ce qui me plaît avec Bodø, et j'insiste là-dessus, c'est la qualité un peu protéiforme. C'est une équipe qui sait bien défendre, c'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui peut avoir des phases de possession intéressantes, c'est une équipe qui peut marquer en transition, qui peut marquer en contre, qui a des bons passeurs et qui sait aussi marquer sur des exploits individuels. Quand tu marques des buts comme ça, c'est vrai que tu as une équipe différente. En attendant que Fotmob se remette peut-être de ses émotions, juste revoir peut-être les compos comme ça pour avoir les joueurs en tête. Mais Bodo Glimt, c'est génial. Enfin, je pense que vous avez suffisamment entendu de choses depuis mardi soir, mais c'est la très belle histoire de cette saison. C'est un groupe de joueurs où tu as le gardien qui est russe, l'attaquant qui est danois, et tout le reste, c'est les Norvégiens. Après, comme je le disais, le petit danger qui guette Bodo pour moi, c'est toujours un petit peu se dire, bon, ce gars, c'est un crack, donc vas-y, on va le recruter cet été pour 10 millions d'euros. Je suis pas sûr que tu mettes Jens Peter Hog à l'OM, à l'OL ou à Monaco, ils te fassent les mêmes choses parce qu'il y a ce socle collectif, cette solidarité entre eux. Et ouais, le Bodo Glimt, c'est l'Atalanta scandinave. C'est pas évident. Ça, c'est une bonne question de Mich. Ce bracket est officiel. Le PSG ne pourra pas jouer l'Atlético en finale, par exemple. Ça, c'est une bonne question. Je vais vérifier parce que c'est vrai que The Athletic a mis ça. Mais peut-être vérifier si c'est vraiment la bonne répartition des différentes équipes parce que ça peut avoir son importance. Regarde, en vrai, là aussi j'ai l'impression que c'est ça, qu'on retrouve Atalanta, Real, PSG, Gala du même côté. Ici on retrouve aussi PSG d'un côté et Atlético de l'autre. Donc ouais, je pense que ta réponse, c'est le bon bracket, ouais. C'est exactement ça. Donc au moins on est fixé. C'est vrai que tu as raison, par exemple le PSG pourrait retrouver potentiellement le Real en demi, pourrait pourquoi pas affronter Liverpool en quart. C'est aussi là où on peut avoir cette interrogation. Tu peux avoir Leverkusen, Bodo, ouais, c'est pas mal. Newcastle Atlético, t'imagines si t'as Atlético Liverpool et Newcastle Barça par exemple dans le même partie de quart. Ça peut être assez dantesque. Mais pour revenir sur nos amis de Bodo Glimt, il n'y a pas beaucoup de titulaires en équipe de Norvège. Hein. T'as Patrick Berg qui est passé par Lens. Sinon, t'as pas mal de remplaçants. Augue, il y est souvent. Soit que Joel, il a déjà des sélections. Evienne aussi. Donc c'est pas l'équipe qui va nourrir non plus la sélection norvégienne. Et c'est vrai que j'ai pensé, je vais pas dire l'âge d'or que vit le foot norvégien, parce que ce serait peut-être aller trop loin, mais une très belle ère, hein, une vraie belle époque. Hein. Tu as ta superstar Haaland, tu as des joueurs de très haut niveau comme les Odegaard, les Sorloth, même s'ils peuvent avoir leur régularité. Tu as des jeunes cracks qui sont à divers niveaux de forme, mais c'est quand même bien pour la Norvège d'avoir des joueurs de ce type-là, les Noussa, les Bob, les Schjelderup. Tu reviens dans une grande compétition internationale après 26 ans d'absence, Euro 2000, Coupe du Monde 2026, tu vas gagner en Italie avec ce match, ce dernier match de groupe où t'en mets 4 justement à la Squadra, t'as Sorloth qui met un triplé là en plus hier contre Bruges, t'as Bodo Glimt qui arrive en 8e de finale LDC, je crois que ça faisait depuis Rosenborg il y a une trentaine d'années que la Norvège n'avait pas placé une équipe à ce niveau en LDC, donc mine de rien c'est vrai que ça se passe très très bien pour eux, ça fait plaisir. J'ai pas envie de dire en même temps ça faisait un moment qu'on voulait voir à ce niveau, parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de la Norvège comme d'une équipe
ont été un peu déçus de ne pas les voir en Coupe du Monde, en Euro, avec l'émergence du duo Haaland-Odegaard, ça manquait de saveur. Bah là, ils ont plus qu'aligné toutes les planètes, hein, ils se sont qualifiés avec panache. Malheureusement, on va les retrouver du côté de l'équipe de France dans cette poule avec le Sénégal. Donc ça va être un vrai gros morceau. Mais comme je le dis, la Norvège, ils vont revenir. Mais croyez pas, hein, la Norvège, ils sont pas contents de tomber contre l'équipe de France. Hein. C'est aussi relou dans ce sens. Ouais, comme tu le dis, Alexis, c'est vrai que même hors foot, sport olympique, premier des JO d'hiver, avec Klebe là qui a fait 6 médailles d'or du côté du ski de fond. Donc chapeau à lui. Mais ouais, c'est vrai que c'est une dynamique qui est assez incroyable pour les Norvégiens, pour ce football-là. Brandbergen, vous l'avez dit, qu'on a vu du côté de l'Europa. Donc t'as pas que Bodo. Et même, j'insiste, hein, mais Bodo Glimt n'est pas champion en titre. C'est Viking qui a pris le titre. Donc même cette équipe qui nous enchante, qui nous fait plaisir, qui est très belle à voir jouer, où t'as plein d'histoires dedans. Enfin, le coach, on va le rappeler, mais Kjetil Huysen, c'est fou ce qui se passe, et sa longévité, mais ils sont pas champions, Bodo Glimt. C'est Viking qui a pris le titre. Donc même sur le plan national, ils sont challengés. Et ce coach, ouais, c'est fou, quoi. Ce gars, il est là depuis un moment en poste, il est là depuis 2018, quoi. C'est propre. Donc ils ont vraiment réussi à prendre au bon moment. Et non, enfin, ce qu'a fait Bodo Glimt, ce qu'a fait ce coach, c'est juste fou et admirable. Ouais, t'imagines 361 matchs, 214 wins, 74 défaites, 74 nuls, pardon, et 73 défaites. Pourcentage de victoire de quasiment 60%. Non, c'est beau ce qu'ils ont fait. Et en même temps, tu te dis, le match aller, ça peut être l'exploit. Ils l'ont fait contre City, ils l'ont fait contre l'Atlético, ils sont allés chercher leur nul sur la pelouse de Dortmund. Mais le faire 2 fois contre le vice-champion d'Europe, c'est quand même dingue, quoi. Le Gasperini de Norvège, c'est exactement ça. Il y avait un reportage qui expliquait qu'en Norvège, ça laisse les jeunes faire plusieurs sports en même temps pour voir où ils se sentent le mieux, mais aussi avoir pu récupérer des aptitudes de ces différents sports. C'est exactement ce qui se passe en Slovénie. En Slovénie, ils ont vraiment un programme où genre l'après-midi, c'est dédié au sport, et tous les gamins font plein de sports différents pour repérer ceux qui vont se démarquer dans différentes disciplines. C'est pour ça que tu as des Pogacar, des Roglic qui sortent du lot. Et la Slovénie a un très bon programme de détection de sport un peu pluriel, et notamment olympique et dans des disciplines individuelles. Donc il y a des pays qui ont très bien pensé ce système. Tu penses que les supporters de Bodo Glimt préfèrent aller en quart de LDC ou gagner la Conference League? C'est une bonne question, mais c'est la Ligue des Champions quand même. Après, une Coupe d'Europe dans ton palmarès, c'est beau, mais la LDC, enfin quart de finaliste LDC, c'est juste génial pour eux. Donc je pense que ça peut vraiment s'entendre. Et non, enfin, le deuxième but collectivement, il est très bien abouti. C'est fort ce qu'ils ont fait. Hein. Franchement, ça permet de mettre en lumière plein de bonnes choses, au-delà de l'histoire encore une fois rigolote, pelouse synthétique, ils jouent au-dessus du cercle polaire, c'est 2 villes, c'est Bodo et Glimt, Bodo c'est 20 000 habitants, enfin c'est vraiment un petit truc, mais ils ont bien structuré leur affaire, et ouais, comme je vous dis, ils ont obtenu des résultats forts en Europa, en conférence, ils ont fait quart, demi, ils ont battu la Roma, ils ont battu la Lazio, ils ont battu Olympiakos, ils ont battu Porto, ils ont donné du fil à retordre à pas mal de monde, et montrer ça le jeudi soir quand t'as un club norvégien, c'est très bien, mais le montrant avec des champions. Enfin, les 5 matchs là qu'ils viennent de vivre, juste chapeau à eux, et on verra leur tirage au sort. Côté interiste, je pense que vous avez entendu pas mal de choses, pas mal de renouvellements peut-être à mettre en place. La fin d'une ère, d'une équipe, et même les joueurs qui sont arrivés comme Akanji ont plongé sur ce match. T'as joué l'aller avec tes anciens, avec les Mkhitaryan, Darmian, Acerbi. Je pense qu'après le traumatisme du 31 mai, il fallait quand même tourner la page. Ils l'ont pas assez fait. Ils ont renouvelé avec quelques joueurs, tu vois, les Luis Enrique, Esposito qui a pris de plus en plus de place. T'as l'arrivée d'Andy Diouf, de Susic, d'Akanji justement. Mais même, tu vois, Sommer, il y a beaucoup de joueurs qui doivent partir. Et selon la presse italienne, t'as pas mal de joueurs qui pourraient symboliser cette fin de cycle chez les cadres. Thuram, Barella, Çalhanoğlu. Je pense que l'Inter avait besoin de ça, même pour tourner la page Inzaghi. Après, voilà, ils vont sans doute terminer champion de Serie A, ils vont récupérer leur fauteuil. C'est une belle performance, hein. Mais je pense qu'on en attendait plus de l'Inter en Ligue des Champions, et se faire sortir par Bodo Glimt avec 2 défaites comme ça, c'est une immense sanction. Et c'est dur parce que Kivu, il fait de bonnes choses, hein. Enfin, un coach qui a récupéré une équipe traumatisée 5-0, c'est pas simple. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est quand même une sacrée
une sacrée déroute pour eux, et je m'attendais pas à ce qu'ils ne fassent, c'est même pas de pas se qualifier, c'est même perdre un deuxième match. C'est assez prononcé, quoi. Regarde les fins de contrat l'été prochain, on va voir ça un petit peu en détail pour l'Inter. Tac tac. Euh, Comment est-ce que je fais déjà pour voir effectif de la saison prochaine? Ça peut être ça, quoi. Ça peut être ça qui peut être rigolo. Hop. Euh, Le contrat expire, mais il n'y a pas encore de nouveau contrat. Je pense que ça peut être bien, peut-être. Alors, t'as en fin de contrat Sommer, Di Gennaro, De Vrij. T'as De Vrij, c'est vrai qu'il est encore là. Acerbi, Darmian, Mkhitaryan. En vrai, tu vois, ce que je te dis, tous ces anciens-là, merci, service rendu, on serre la main, on fait une belle vidéo d'adieu et on tourne la page. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Mkhitaryan, 37 ans, Darmian 36 ans, Acerbi 38 ans, De Vrij 34 ans, Sommer 37, Di Gennaro 32. Bien sûr, tu récupères pas d'indemnité de transfert, mais à cet âge-là, ça va être dur. Ouais, c'est vrai que sans Lautaro, c'est un peu un supplément d'âme. C'est quelqu'un qui porte beaucoup de choses. Donc, ça peut aussi expliquer la faillite. Lautaro était là à l'aller, il n'a pas joué tout le temps, il est sorti malheureusement. Mais ouais, l'Inter va vivre un été très particulier. Hâte de voir comment ils vont tourner ça. Parce que c'est vrai que le match contre Bodo avait des airs un peu de fin de règne. Enfin, fin de règne, d'air un petit peu pour ce groupe-là. Alors, ils ont fait de très belles choses. Tu vois, 2 finales de Ligue des Champions, c'est quand même fort. T'as pas la LDC au bout. Et je pense que certains joueurs de cet effectif ne s'en sont jamais véritablement remis. Mais voilà, on peut parler beaucoup de l'Inter, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est bravo à Bodo pour avoir réussi cette performance qui est dingue, quoi. Je pense que vraiment c'est une équipe qui a donné pas mal de frissons. C'est vrai que s'ils ont le Scudetto, ça peut atténuer la chose. Ils ont aussi demi-finale de Coupe d'Italie contre Com de mémoire. Donc tu vois, si Kivu première année il fait un doublé sur le plan national, c'est très bien pour récupérer ça. Mais la LDC, attention, hein, c'est vrai que c'est assez rude pour eux. Les boss, on va évoquer quand même ce match. Et là, vous me connaissez, moi je commence pas par le PSG ou le Real. Ici, on commence par Bodo Glimt. Le PSG Monaco, de partout. Finalement, score cumulé de 5-4 pour Paris. Beaucoup voyaient peut-être un scénario à la PSG Brest, 10-0, merci, au revoir. Et finalement, Monaco a fait mieux que résister. Monaco a offert vraiment une belle performance. À l'aller, ils ont profité de cette entame totalement ratée parisienne pour marquer 2 buts, profiter du pénalty raté Vitinha, la sortie de Dembélé, finalement ils se sont inclinés. Et même avec encore une fois un carton rouge, très bonne première mi-temps de leur part. Presque dommage finalement de ne pas repartir avec 2 buts d'avance en sortie de vestiaire avec, on peut penser forcément l'occasion de Koulibaly. Ouais, Monaco, frustrant parce que c'est une équipe 8ème de Ligue 1, elle a montré quand même un beau visage en Ligue des Champions, elle a accroché City et Tottenham à la maison, elle a battu Galatasaray, elle a resté à la Juve, elle a gagné à Bodo Glimt. Quand tu vois le parcours de Bodo, tu te dis tiens, c'est quand même pas mal. Contre le PSG, champion d'Europe, c'est pas du tout ridicule. Le grand souci de Monaco, c'est la frustration, l'irrégularité qu'on peut avoir en certaines performances individuelles. Et en Ligue 1, cette équipe, elle doit jamais être avant le dernier tiers du championnat aussi loin. Mais en même temps, elle est qu'à 6 points de l'OM pour la 4ème place. Ils ont déjà fait des sprints finaux tambour battant. Il ne reste plus que la Ligue 1. Si ce groupe-là reste concentré comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher à la fin. En tout cas, Pocognoli qui a débarqué, on avait des premières idées. Le système A3 incorporé, importé de l'Union Saint-Gilloise. On a vu une première patte, mais très très vite, Monaco a pris beaucoup de défaites lourdes. Le 4-1 contre Lens, le 4-1 à Rennes, le 3-1 contre Lorient. Enfin, vraiment, ils ont enchaîné les galères. Et même, ils se sont fait sortir de la Coupe de France, mais ils ont montré un vrai beau visage. Enfin, le match d'Akliouche, au-delà de son but, je le trouve vraiment appréciable. Il y a cette passe pour Koulibaly qui n'est pas convertie. Camara, excellent au milieu de terrain. Lui, quand il est à 100%, c'est vraiment un monstre. Zakaria, je préfère quand il est un peu plus haut, mais dans cette défense avec les immenses Woodfess et Kerrer, je peux comprendre la stratégie de Pocoyer de le mettre là. Après, voilà, il y a des joueurs, c'est toujours compliqué. Philippe Cohn, qui n'est pas irréprochable. Oui, tu peux pas aller plus loin avec des champions, un gardien comme ça. Mais Monaco doit tirer quelque chose de cette double confrontation. Ça ne doit pas juste être des regrets, ça doit leur servir à capitaliser là-dessus. Surtout que, franchement, les 2 matchs qu'ils ont offerts, le 3-2 à Lens en remontant 2 buts, et là, aller chercher un 2-2 en étant réduit à 10 contre 11,
J'ai trouvé le deuxième jaune de Koulibaly un peu sévère. Alors c'est vrai qu'il y a un autre jaune sur Doué qui peut prendre, mais voilà, c'est vrai que le deuxième jaune sur Hakimi, c'est un peu maladroit. Je trouve il est sorti un peu vite celui-ci. Donc Monaco, ouais, mention encourageante, mais désormais il faut le concrétiser en Ligue 1 parce que avec en plus le recrutement d'Adingra, tout ça, ça peut être intéressant. Même Valou PSG est au fond du trou, quoi. Monaco méritait de passer, mais la LDC c'est cruel. Ouais, la LDC c'est les occasions, voilà, ça se joue là, c'est les petits moments d'égarement, le carton rouge dans un sens. Monaco est à 9 cartons rouges de mémoire. Monaco est à 9 cartons rouges, donc bon courage pour faire mieux en Europe. J'ai pas la stat en Europe. Je sais pas si quelqu'un va aller la chercher, se chauffer à faire ça. Mais c'est vrai que la stat, elle est assez folle, hein. Côté Paris, désormais, bah, c'est le match où tu devais monter en puissance. C'est le match où tu devais montrer l'étoffe d'un champion d'Europe. Tu ne l'as pas fait. Ok, bah désormais, faut se préparer. Ça tombe dans 2 semaines, hein, avec Dembélé toujours absent, Fabien Ruiz également qui manque. Je pense que Chelsea et le Barça, c'est pas infaisable. Loin de là, c'est des matchs qui peuvent être assez 50-50 vu les différents états de forme. Si Paris est avec Dembélé et Fabien Ruiz, s'ils sont qu'à 60-70%, ça peut quand même être assez... tu peux vite être dans le doute, mais Paris a de la ressource. Faut pas non plus les enterrer avant ce 8ème. Ils sont passés à côté de leur barrage, mais ils sont quand même qualifiés. Mais je suis d'accord hein, sur les performances individuelles. Hakimi, c'était vraiment rude. Vitinha, un peu carbonisé, hein, faut le dire, hein, Vitinha qui a beaucoup enchaîné. Là, on sent vraiment sa fatigue. Barcola, c'est son 17ème match de LDC sans marquer. Alors, certains ont dit Pacho fragile. Franchement, Pacho, c'est vraiment pas le pire, hein. Ok, peut-être que c'est un match où il est pas irréprochable, mais il fait toujours des belles interventions. Il peut rassurer à certains moments. Donc, Pacho, moi, je le sauve quand même. Faudra faire le boulot à l'aller au parc. Tu sais quoi, vu ce qu'on a vu contre le Barça, alors c'est vrai que c'était à Montjuic et c'était pas au Camp Nou. Toujours peut-être une petite différence, mais même le retour, si le PSG a pas fait la différence, pour moi ils peuvent faire le job. C'est pas, tu vois, si par exemple Paris tombait contre le Bayern ou Arsenal en 8ème, là j'aurais été là, là ça peut être très compliqué. Même si pour moi, c'est pas non plus David contre Goliath, hein, faut pas abuser. Mais là, contre ces deux équipes, Chelsea et le Barça, elles ont aussi leurs défauts, elles ont des gros atouts, elles ont leur irrégularité. Donc en plus, comme tu le dis, De Jong absent un mois, De Jong qui pourrait manquer ces 2 8èmes. Mais ouais, la performance parisienne, elle est pas aboutie. Tu sens que beaucoup de joueurs sont fatigués. T'as pas encore ce match déclic référence en Ligue des Champions, comme je le disais sur Enjeu. T'as pas eu ton PSG City, t'as pas eu le match où t'as été mis dans le dur, où t'as été mené de 2 buts, où t'es passé pas loin de la correctionnelle. Mais est-ce que finalement ce match-là, il peut pas arriver dès les 8èmes? Est-ce que, imaginons à l'aller, Chelsea, tu vois, ça fait un partout, au retour, Chelsea mène de 2 buts d'avance. Et là, peut-être que ce pari qui aurait été dans le dur, pas envie de dire perdu pour perdu, parce que quand t'es champion d'Europe en titre, sortir des 8èmes, c'est un peu regrettable, mais est-ce qu'ils vont pas tenter ils peuvent pas aussi avoir un déblocage? Est-ce que ce pari-là, qui est quand même, tu vois, challengé, où tu as des équipes comme Monaco qui leur rentrent dedans, c'est bien, mais est-ce qu'on n'a pas été encore capable de les mettre vraiment dans le dur, au fond du trou? Alors bien sûr, ils ont eu des défaites sur la phase de Ligue, hein, la défaite contre le Bayern, la défaite contre le Sporting, les 2 nuls contre Newcastle et Bilbao, mais c'est des matchs de groupe. Dans des matchs comme ça, couperé, j'attends de voir le moment où Paris sera vraiment dans le rude, et c'est là où on verra les vrais, les patrons. Après voilà, je crois que c'est une stat qu'a sorti CBS, Paris depuis le début de saison dernière, c'est leur 106e ou 107e match. Alors voilà, c'est quand même, on est qu'en février, tu vas sans doute terminer ta saison avec plus de 120 matchs, donc 2 fois 60, enfin c'est quand même assez abouti. Après, certains diront, et vous avez raison, c'est leur choix, la Coupe du Monde des clubs, ils étaient invités, ils ont participé, ils ont pris un beau chèque, voilà, ils ont décidé de tout jouer. Donc peut-être on peut regarder du côté du mercato, mais en même temps c'est pas l'ambition de Campos et de Enrique de faire du mercato pour juste avoir des recrues et dire coucou foot mercato. Mais est-ce que cet effectif, tu vois, il avait pas besoin un petit peu de 109? Et en même temps ton 109 cette saison c'est Chevalier qui est sur le banc depuis 7 matchs désormais, et Zabarni qui est un flop, hein, même si moi j'y crois encore un petit peu au fond de moi, pour l'instant ça n'a pas fait l'affaire. Mais c'est vrai que est-ce que ce groupe-là, avec un Valentin Barco, avec je prends des joueurs au hasard, hein, évidemment c'est pas les recrues qui vont se faire, mais c'est des joueurs qui pour moi sont un peu Luis Enrique compatibles. Est-ce que si tu prenais un Gueladoué, un Barco et un Lookman, tu vois, 3 recrues comme ça, peut-être que ça claque pas, mais en même temps ça aurait pu permettre de reposer certains joueurs. Et même de manière interne, est-ce que c'est pas des matchs où
Kang Lee doit jouer au moins un des deux barrages d'entrée. Peut-être un Ramos aussi. Bon, Dro Fernandez, ça peut être trop tôt pour le lancer. Mais même Ibrahim Mbaye qui est resté sur le banc. Les absences, c'est toujours Mayulu, Njantou, Dembélé et Fabian Ruiz. Compliqué. Alvarez serait parfait. Alvarez, franchement, sur le papier, ça peut être pas mal, mais je suis pas sûr qu'il soit Lucho compatible. Enfin, je sais pas si Lucho, il a envie d'aller là-dessus. Pour moi, Lookman, tu vois, le fait qu'il puisse jouer partout, ça pourrait faire l'affaire. Après, Alvarez, tu me dis qu'il peut être assez polyvalent, mais après, je me trompe. Hein, si au 1er juillet 2026, Alvarez débarque à Paris, bah franchement, j'aurais dit ok. Là, ils ont vraiment fait du mercato assez intéressant. Donc, ouais, cette débauche d'énergie, cette absence de rotation, peut-être que tu vas le payer un jour, mais en même temps, j'entends Luis Enrique qui dit non, non, mais l'équipe la plus prête des huitièmes de finale, ce sera nous. Donc, lui, il a confiance en son projet, en son équipe. Il s'est rarement trompé depuis son arrivée à Paris. Bah voilà, c'est bien. Bah, il y aura une grosse affiche en huitième, le Chelsea ou Barça pour voir ça. Donc voilà. Lucho le voulait déjà il y a 2 ans. Ah bah écoute, on verra si ça peut changer. En plus, Alvarez, on se dit que peut-être d'ici quelques temps, Atletico, ça pourrait faire une vente. Est-ce que le Barça, avec ses moyens, peut réussir à le chercher? Ça va être plus sympa. Tu préfères voir le Barça ou Chelsea face à Paris? En vrai, je pense que le Barça, c'est l'équipe qui peut le plus convenir à Paris avec cette fameuse ligne défensive. Peut-être que c'est l'équipe qui, offensivement, quoique Chelsea a des arguments avec Palmer, João Pedro, tu peux toujours te méfier d'Estevao et Neto, mais l'attaque du Barça à 100%, c'est quand même quelque chose. Mais défensivement, avec les espaces, je sais pas, on a vu le premier match en groupe, bien sûr, on est 3 mois après, ce sera sans doute un scénario différent, mais moi, je serais plus pour tomber sur le Barça. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais vous poser la question sur le chat, comme ça vous allez me dire votre adversaire idéal PSG, comme ça on aura un petit peu votre son de cloche à vous. En fait, Chelsea, c'est peut-être l'équipe où tu dis que tu as moins de noms que le Barça, mais comme ils aiment bien ce genre de truc, tu vois, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, on l'a vu sur certains matchs en Ligue des Champions, ils en ont mis 3 au Barça. On sait qu'ils aiment bien ce truc un peu d'outsider, de casser les pieds à tout le monde, donc Chelsea, je m'en méfie un petit peu. Oui, mais on en a marre des PSG Barça chaque année. Chelsea, ça change un peu plus. Tu sais que PSG Chelsea, on en a eu tellement dans les années 2010, mais je peux comprendre. C'est vrai que PSG Barça, t'as eu là cette année, t'as eu il y a 3-4 ans avec le Camp Nou un peu vide, avec le triplé de Kicks et le but de Draxler. On a eu le quart il y a 2 ans avec Xavi. Donc je peux l'entendre. Et c'est vrai que quand tu dis Val au PSG, avec le milieu de terrain, Caicedo, Enzo, même Rhys James qui peut jouer dans ces trucs, la bataille du milieu avec là Vitinha qui tire la langue, attention, ça peut clairement être un match assez intriguant. On va avancer dans notre différents débriefs, peut-être parler de cette rencontre, une des remontées, la remontée spectaculaire de l'Atalanta. Désolé Thibaut, c'est ton moment, on est obligé d'évoquer le mythique BVB. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire, c'est vrai que c'est un truc qui traîne depuis longtemps. Je dois faire une vidéo sur Dortmund, parce que Dortmund, vous savez, c'est un peu un de mes combats dans le foot. C'est un club que je trouve sous-exploité. Je comprends pas cette posture du deuxième, d'être un club tremplin. Dortmund, pour moi, ça va être la finalité d'une carrière, ça va être trop un kiff. À part la ville, parce que oui, j'y suis allé à Dortmund, je peux comprendre que c'est pas le mood idéal, mais t'as un stade de fou, t'as un public, t'as une ambiance, t'as tout pour t'épanouir là-bas. Et après, là, la direction sportive, l'équipe, il y a tellement de choses à redire. Et pourtant, moi, j'ai vu le match aller, 2-0, ok, tu dois pas te faire remonter. Et par contre, les amis, j'ai loupé un truc sur l'Atalanta. Je sais qu'ils sont passés chez New Balance comme nouvelle équipementier. Est-ce que je suis le seul à découvrir que désormais le stade de l'Atalanta s'appelle le New Balance Arena? Alors là, le nom il fait très stade de MLB, un peu un peu baseball. Mais ok, donc New Balance Arena. Bah ouais. Est-ce que je suis le seul à découvrir cette information qui est quand même assez capitale, parce que à Taranta on connaît un petit peu, donc écoutez, vous aurez appris quelque chose comme moi peut-être, mais ouais, Dortmund, il y a trop de choses à dire et la vidéo c'est vrai qu'elle tombe au bon moment. J'essaie d'avoir un invité sympa pour en discuter, mais au moins ça me donne vraiment un peu le moyen de tirer sur eux, parce que Dortmund en championnat, ça dit quoi pour le BVB? Dortmund est deuxième, 52, 8 points de moins que le Bayern. Donc ils sont pas cata en Bundes, même si on dit tous que le Bayern roule sur le championnat, ils sont pas trop loin. Mais bon, ce week-end, c'est ça, c'est Dortmund-Bayern, c'est à domicile, mais si tu perds, t'as 11 points de retard et finito, quoi. Donc
attention dans ce sens. Mais ouais, évidemment, le match de Ben Sebaini qui est catastrophique. Beaucoup de joueurs qui sont passés à côté de cette rencontre, mais bon, ils sont fait soulever, retourner par l'Atalanta et son énergie. J'ai beaucoup aimé le match du côté gauche, Bernard Sconi et Zaleski, c'est un match à buteur. Le penalty de Samardzic. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être débat sur le fameux penalty, est-ce que ça doit y être ou pas, parce que Ben Sebaini met ce pied-là, mais en même temps c'est Kristovic qui a l'air de baisser sa tête, mais en même temps, Ben Sebaini doit être capable de ne pas mettre son pied comme ça, parce que c'est un geste dangereux, non maîtrisé, et Kristovic le saigne aussi, hein. C'est quand même factuellement, il y a un joueur qui saigne à la tête, donc c'est assez dangereux. Pour moi, il y a penalty tous les jours, mais c'est vrai qu'hier, j'étais à la e-Ligue 1 avec Braque, et là il m'a dit direct penalty. J'ai dit, tu sais qu'il y a une règle qui dit que si un joueur il met sa tête trop basse pour aller chercher le penalty, en mode je vais essayer d'aller toucher le pied de mon adversaire, ça peut être faute contre lui, parce que c'est en mode il va trop chercher le truc. Mais là pour le coup les boss, je pense qu'il n'y a pas trop de débat, ouais il y a penalty. Franchement, je pense qu'il n'y a pas à inverser la situation. Cette règle n'existe pas. Alors, tu sais que j'ai été arbitre et ça, je sais que ça existe. Vraiment, si par exemple, je sais pas, t'as un joueur qui a un pied au niveau du genou et si t'as un mec qui fait une tête plongeante comme ça, qui veut, tu sais, qui veut foncer sur le pied du gars, ça peut être dans ce sens. Mais ouais, il y a penalty évidemment. Et bravo à Samardzic parce que même si derrière t'es en prolongation, donc c'est pas, tu vois, la gravité suprême, mais si tu rates le penalty, peut-être que mentalement ça switch. Le penalty tiré comme ça. Lucarne gauche, pleine force, bien maîtrisé. C'est un des meilleurs pénaltys que j'ai vu, je pense, dans un moment clé, dans un moment fatidique. Il a tellement bien tiré. Et Samardzic, qui avait déjà marqué un très beau but au Vélodrome. Désolé les Marseillais pour le souvenir. Le flashback du Vietnam qui a vraiment fait de belles différences. C'est d'ailleurs un joueur qui a été annoncé un temps à l'Inter, qui a été annoncé à l'OM, Samardzic. C'est vrai que ça peut être un joueur à suivre. Alors, c'est pas Cassano, Moussiala, Bayern di Monaco, parce que je pense que vous le connaissez, mais peut-être que s'il va à l'étage supérieur. Alors, du coup, pour vous, adversaire idéal du PSG, c'est le Barça à 64%. Donc, on est, je pense, à peu près tous d'accord. Mais il y en a qui aimeraient bien aussi se taper avec Chelsea. Peut-être des Parisiens qui ont des comptes à régler par rapport à l'été dernier. Mais cette Atalanta, encore une fois, des bons résultats européens. Ça a fait quart de l'essai il y a quelques années avec l'époque Covid. Tu as eu également cette Europa League. Donc, petit à petit, l'Atalanta, qui a fait de belles choses sur le plan national, obtient des résultats intéressants avec des champions. Et moi, ce qui me plaît, c'est que t'as le départ de Gasperini, et Gasperini, c'est tellement important, l'histoire de l'Atalanta. Je l'ai dit, c'est le Ferguson, c'est le Wenger, c'est le Cruyff, c'est le penseur absolu de cette équipe. Et derrière, même si tu t'es trompé sur le choix initial de Djuric, t'as récupéré Palladino, qui avait fait de belles choses, notamment à Monza. Et là, pour le coup... cette équipe de l'Atalanta a fait sa remontée, commence petit à petit à obtenir de meilleurs résultats. En plus, ce qui est bien, c'est que tu as perdu Lookman, mais tu continues d'être performant. Là, tu avais qui sur le banc, du coup? T'as deux Cateller qui est absent, qui est quand même un gros joueur. Raspadori aussi qui est arrivé cet hiver. T'as laissé Ederson sur le banc, un joueur que j'apprécie énormément. Mitchell Baker, la légende qui est présente. T'as aussi Moussa, t'as Belanova, Kosunu. Et tu fais rentrer Kristovic à Anor, Jim City et Kamaldine Souleymana. Mais comme je vous disais, c'est vrai que l'Atalanta était un peu sorti du logiciel Gasperini. Par exemple, Samardzic qui a 24 ans. Ouais, si on le met dans une équipe comme l'OM, si on le met comme une équipe comme l'Inter, tu vois. Alors l'Inter, je sais que pour l'été prochain, tu peux faire partir peut-être Mkhitaryan et Çalhanoğlu. Par exemple, tu as Stankovic qui est à Bruges, mais qui a une grosse option, hein, je crois que c'est 23 millions la clause de rachat. Ouais, Samardzic, ça peut être intéressant d'aller chercher pour renouveler ton milieu, mais... Là, pour le coup, je suis moins catégorisé, c'est sur le logiciel Atalanta, parce que le grand penseur est parti du côté de la Roma, quoi. J'ai pas encore débrief mon cher Adri do Brasil, très beau pseudo, le Juve Gala, mais on va petit à petit y venir. Mais ouais, naufrage de Dortmund, avec la fin, Schlotterbeck qui prend penalty, les joueurs qui ne répondent pas présents, et au global, on l'a souvent dit, Dortmund qui avance masqué comme ça, qui sait se frayer un chemin. Là, le chemin, t'as pris un stop, là, t'as été refoulé à la frontière, t'as pris la douane, t'as pris une maxi amende, et ouais, en même temps, un effectif des fois un peu mal construit, des joueurs qui sont en fin de cycle, hein. Je l'ai dit aussi sur l'Inter, mais Julian Brandt, Emre Can, on souffle un petit peu, quoi. Je pense que l'objectif pour Dortmund, moi, Kovac, je trouve qu'il a fait de bonnes choses, même si c'est pas un top coach
J'aime bien ce qu'il a fait à Monaco, mais c'est peut-être pas un top coach. Je sais pas quel est ton avis, toi, Thibaut, sur ceux que tu as envie de voir partir. J'imagine que toi, après un match comme ça, c'est tout le 11 dehors. Mais il y a quand même une belle base pour reconstruire. Tu vois, Job Bellingham, il passe à côté de son match. Mais voilà, on a vu des choses un peu plus intéressantes récemment. Donc, réussir à construire sur des gars comme ça, ça va être assez intéressant. Ouais, tu fais rentrer Chukwuemeka, Fabio Silva, Adeyemi. Adeyemi aussi, hein, ça peut être une fin de cycle. Yann Couteau, et tu laisses sur le banc Schlotterbeck, c'est vrai qu'il a pris son rouge, Savitzer, Ochan, Ignacio, ouais, Filippo Mané et Soule qui sont blessés. C'est vrai que l'effectif, il fait pas rêver. Enfin, il y a des bons joueurs, hein. Tu vois, Ryerson qui a fait un quadruplé de passe D, c'est bien. Mais au global, le 11 plus le banc, on est loin d'un Dortmund qui a fait par exemple finale de LDC il y a 2 ans. Je trouve que cette équipe avec Hummels, Schlotterbeck, avec même l'immense Niklas Füllkrug, elle était plus intéressante. Emencha, pareil d'ailleurs, il est meilleur plus haut. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Je garde Emencha, Duranville, Silva, Schlotterbeck, Ryerson, les jeunes. Ah ouais, le coup de ménage, voilà. Ouais, je peux comprendre. Et pareil, hein, l'action du penalty, forcément Benzemani se met en tort avec ce pied haut. Mais Kobel, si vous voyez l'action, Kobel, c'est lui qui fait aussi une bourde, hein, parce qu'il touche le ballon et ça le remet un peu en l'air, et du coup ce ballon en l'air, Benzemani met son pied haut comme ça, où il fait pas gaffe à Kristovic qui arrive derrière lui, mais Kobel que j'ai beaucoup apprécié, attention également à ça. Donc souvent on a épargné Dortmund parce qu'ils faisaient toujours des parcours sympas, ils faisaient des top 3 Bundes, mais là c'est vraiment une élimination sanction. Ouais, Kobel, c'est vrai, c'est aussi la passe qui rate, vous avez bien raison, la sortie kata. C'est vrai que c'est un peu un lourd passif pour lui. Vous vouliez qu'on parle de ce Juve Gala. On a failli assister à la remontée. Hein. On n'était pas loin. Hein. On y était d'ailleurs, hein, à 3-0. La Juve qui a fait le job, qui était pas loin vraiment de réussir un truc fantastique. Avec en plus le rouge de Yod Kelly. D'ailleurs, je sais que quelqu'un dans le chat voulait qu'on en parle. Très mal arbitré pour moi. Pourquoi c'est très mal arbitré? Oui, on l'a tous vu. Yod Kelly, il met son pied, le crampon, sur la cheville du joueur turc. Mais pourquoi est-ce qu'il la met? C'est parce qu'il fait un duel aérien et que quand tu fais un duel aérien, tu sautes et quand tu sautes, t'es obligé de retomber. Et là, est-ce que c'est de sa faute si en retombant, il met sa semelle sur le gars? C'est juste un peu de malchance. Donc là, pour le coup, tu peux aller voir les images, mais tu te rends compte que c'est tout sauf exagéré. Et c'est juste de la malchance, c'est maladroit, tout ce que tu veux, mais ça mérite tellement pas rouge. Franchement, le carton, je le trouve vraiment pas ouf. Il se fait pousser dans les airs par le mec, donc perte d'équilibre. En plus, c'est ça. C'est vrai qu'il y a aussi cette petite poussette. Il regarde en l'air, il tombe pas, c'est n'importe quoi de mettre rouge, il n'y a même pas jaune. Non, mais je suis d'accord. En vrai, j'aime pas cette phrase parce que je trouve qu'elle est un peu des fois condescendante, elle est un peu hautaine, mais il faut pas avoir joué au foot pour mettre un rouge comme ça. Désolé à notre ami l'arbitre, ou pas ami, hein, peut-être parce que du côté de Turin, ce sera pas forcément un ami, mais l'arbitre hier, c'était tac tac, j'ai même plus l'arbitre hier du match. Qui est du coup tac tac après consultation du VAR, tout ça. Ouais, j'ai même pas le nom de l'arbitre si vous l'avez. João Pedro Silva Pinheiro. Monsieur Pinheiro, il y a des bases à revoir malheureusement, hein, parce que du coup ça laisse peut-être un sentiment d'inachevé sur ce barrage retour. Bon après je suis d'accord, hein, tous les gars de la Juve ils l'ont dit, Locatelli, Chiellini, tout ça, ils perdent sur l'allée, c'est ces 3 buts, cette absence en deuxième période qui conditionne ça, donc forcément les regrets ils sont là, mais en même temps t'étais pas loin de l'exploit, dans une dynamique en plus où t'as pas gagné depuis un moment, t'as perdu pas mal en Serie A, où tu t'es fait sortir en Coupe d'Italie, mais ce presque exploit aurait pu te remettre. Il va peut-être te remettre d'aplomb justement pour le finish en Serie A. T'as la Roma qui arrive dimanche, adversaire direct pour le top 4. Ça peut être sympa. Tu as vu la stat aussi, 22 minutes de temps de jeu réel en première période sur ce match, c'est un vrai problème. Ah ça, mais de toute façon, le temps de jeu réel, c'est une grande bagarre. Moi, j'avais bien aimé en vrai la Coupe du Monde au Qatar, parce que t'avais ce truc justement de mettre des temps additionnels de 12-15 minutes. Et du coup, la première fois, ça t'étonne. Genre le Qatar-Équateur, il y avait 9 minutes de temps additionnel. On a dit wow, ok, d'accord, on part sur ça. Et là, dans ce sens, on a presque abandonné totalement cette idée de rajouter du temps parce que les matchs sont hachés, sont coupés, t'as beaucoup de joueurs qui restent au sol, donc un peu insupportable. Et ouais, je trouvais que la Coupe du Monde au Qatar,
avait fait un beau pas en avant et depuis on a totalement oublié. Après, je sais que l'étude du temps de jeu réglementaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus prononcé, donc ça m'étonnerait pas qu'une des prochaines réformes de l'IFAB, ce soit ça, c'est qu'on retrouve un temps additionnel assez allongé. Non, non, la Juve, ils peuvent être fiers quand même, hein, parce qu'ils ont remonté ces 3 buts, ils l'ont fait avec Weston McKennie. McKennie, il était attaquant, il était numéro 9 à l'aller et il se retrouve latéral gauche. Si ça c'est pas du couteau suisse, je ne m'y connais pas en ustensile de cuisine. Tu vois, le penalty Locatelli, Gatti qui marque, enfin ils ont quand même, tu vois, fait cette différence. Ils ont tous fait un bon match, même Canellis que je trouvais fatigué, il a répondu présent, Kefren Turam qui a obtenu ce penalty. Zegrova c'est terrible parce que il est sur la photo où il y a ce but qui est presque ouvert, où le gardien de Gala plonge dans l'autre sens, il a le but qui est ouvert de l'autre côté, il la met à côté. Mais j'aime bien son entrée quand même à Zegrova. Il est impliqué sur un but, il donne beaucoup. Ça, c'est le Zegrova que j'aime. C'est pas le joueur, on va dire, qu'on a vu blessé avec un état d'esprit peut-être un peu aléatoire du côté de Lille. Là, j'ai vraiment vu faire de bonnes choses. Mais ouais, Edon qui a gardé l'ADN lillois, bah voilà, le moment fatidique, c'était là. En plus, cette action, elle était, je vais la remettre hein, pour ceux peut-être qui ne s'y situent pas. Alors forcément, c'est une image arrêtée, c'est peut-être pas le plus parlant, mais cette action, c'est celle-ci, quoi. Hop, t'es à 3-0 en prolongation. Il est dur, quoi. Parce que t'as l'action qui laisse passer là, le 22 McKennie, je crois que c'est lui de mémoire, ouais, c'est exactement ça. Là, t'as, voilà, t'as, comme disait Pascal Duprat, t'as le couvert est dressé, la table est là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant, quoi. Enfin, justement, c'est aujourd'hui, c'était pas hier, c'est pas demain, désolé, je me suis trompé dans ce discours mythique. Et non, non, pour l'angle qui est encore plus terrible, c'est le second, quoi. Là, tu vois le gardien qui plonge déjà, t'as, t'as une bonne. T'as une bonne fenêtre de tir quand même pour la planter. Ouais, c'est vrai que peut-être excès d'altruisme de McKennie. Vous avez raison également. C'est vrai qu'on va beaucoup penser à Zegrova. Il y a Yedis qui touche le poteau. Mais à 3-0, ça peut être rude. C'est vrai que l'entrée de Jérémy Boga est pas mal. C'est vrai qu'elle peut être pas mal. Après, le mercato de la Juve a ses limites entre les flops Zegrova, Openda ou David. C'est vrai que si on prend un peu de recul, nos 3 pensionnaires, ex-pensionnaires de Ligue des Talents, c'est pas évident cette saison. Mais ouais, Zegrova, ça peut lui trotter un moment dans la tête parce que ça aurait pu faire beaucoup de choses dans son aventure à la Juve. Et Galatasaray n'est pas si loin de la correctionnelle. Galatasaray a fait un mauvais match. Alors, beaucoup ont parlé forcément de la réaction d'Osimhen sur le but du 3-1, alors que c'est le but de la qualif. En mode, il boude, il n'est pas content de la performance collective. Moi aussi, je pensais ça parce qu'on sait qu'Osimhen a des grosses réactions des fois envers lui-même, envers ses coéquipiers, son équipe. Là, pour le coup, c'est qu'il a beaucoup de respect apparemment pour Spalletti, son ancien coach à Naples, où il a été champion en 2023. Il a aussi fait une story en hommage à Del Piero. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un transfert qui se prépare. Désolé, parce que forcément, pour les Napolitains, ça la fout mal de voir une ancienne légende, icône, de venir à Turin. Mais voilà, on sait qu'il y a une petite clause, je crois que tu n'as aucun club italien qui peut acheter Osimhen pendant un certain temps. Il y en a qui parlent peut-être de transfert à Al Nasser et derrière d'un prêt à la vieille dame. Donc voilà, après, c'est des rumeurs mercato, hein, c'est pas vérifié et tout. Mais c'est vrai que Osimhen, dans l'après-match et dans la communication, ouais, je trouve qu'il a quand même ouvert la voie peut-être à rejoindre la Juve à l'avenir. Et c'est vrai, comme tu le dis, Adri do Brasil, on apprécie beaucoup Bremer, et c'est vrai qu'il a manqué, hein, Bremer absent un peu phare de cette rencontre. J'aurais bien voulu peut-être voir les compositions sur Fotmob qui décide de vraiment être au ralenti aujourd'hui, pour juste avoir évidemment tous les absents de la Juve en tête. Mais non, c'est vrai que la Juve, ouais... Il y a Bremer qui était sur le banc mais qui était un peu préservé vu la blessure assez récente. Donc après, bon, Gala avancera au tour suivant. On va voir ce que ça peut donner. Ça peut toujours être intéressant. Gala, c'est soit Atletico, soit c'est Tottenham-Liverpool, pardon. Ouais, Tottenham-Gala. Il y a match, hein, ça peut être intéressant pour eux. Leur parcours, bon, ils ont quand même battu Liverpool, ils ont mis 5-2 à la Juve à la maison. Il y a des choses positives. On sait qu'à l'extérieur, peut-être ils vont avoir un peu plus de mal. Ils en avaient pris 5 aussi à Francfort. Bon, ils avaient battu l'Ajax. Vous allez dire, c'était facile de battre l'Ajax cette saison. Mais au moins, ils passent au tour suivant. Ils ont profité. Je pense que ouais, il y a eu ce momentum. 82e, le dernier but, le 3-0 de McKennie. Il y a eu ces 10 minutes avant la prolongation. La Juve n'a pas su remettre ce petit coup d'accélérateur encore une fois. Tu as eu ces occasions début de prolongation. Et là, ça a été dur physiquement. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut rappeler que la Juve était à 10 depuis la 48e. Ils ont fait un match de vaillant et je pense que les réactions sont assez belles, unanimes. Oui, après, j'ai vu, hein, je crois que c'est Stade de Foot qui rappelle les derniers parcours de la Juve. Oui, si on fait un peu d'histoire de foot récente,
les parcours de la Juve, ils sont cata, quoi. Ça fait un moment qu'on les a pas revus. Les parcours de la Juve, depuis 2018, éliminé par l'Ajax en quart, éliminé par l'OL la saison suivante en huitième, éliminé par Porto la saison d'après, toujours en huitième, également par Villarreal la saison d'après, toujours dans ce même stade. En fait, les huitièmes de finale, depuis 2019, on les voit pas. Éliminé en phase de groupe en 2022-2023, je crois que c'est la fameuse saison où tu as PSG, Benfica, Haïfa et la Juve. Ils avaient même perdu contre le Maccabi Haïfa. C'est la Juve, c'est dur, quoi. Éliminé par le PSV en barrage l'an passé, éliminé par Gala. Ouais, c'est vrai que... Bah désolé, hein, c'est pas le parcours de la Juve, hein, c'est le parcours de la Lazio, de la Fiorentina, du Chievo Vérone. Donc ça, il y a des choses à corriger, mais en même temps le match d'hier, t'as perdu sur l'aller ok, mais ce cycle Spalletti, on veut revoir quelque chose, donc ça va être assez intéressant, je pense, de faire le tri cet été. Et Spalletti, j'aime bien depuis qu'il a repris les commandes après Tudor, donc lui je lui laisserai un petit peu de crédit. On va avancer peut-être sur les autres matchs. Alors, encore une fois, j'ai pas pu tout voir, mais je pense qu'il y a des choses à dire sur. J'y croyais à mes amis belges. Hein. Ce Bruges Atlético, j'étais là, ça sent la surprise. Et ben voilà, je ne suis pas un expert du foot, désolé, je me suis fourvoyé, mais en même temps, un très bon Sorloth avec ce triplé. Bon, quand tu vois le premier but, c'est ça aussi la Ligue des Champions, quand je vous dis, c'est les petits détails, mais les gardiens, quoi. Oblak qui fait la différence, ouais. Oblak qui en a sorti bien. Bruges qui fait un gros début de match, qui prend un premier but, qui égalise par Ordonez. Donc à la mi-temps, t'es bien, t'es à égalité. Après la deuxième, t'as plongé. Mais Mignolet sur le premier but, c'est rude. Philippe Cohn sur le match du PSG, c'est aussi compliqué. Donc ouais, avoir ce grand gardien, ça peut aussi t'apporter une certaine différence. Après, voilà, moi j'y croyais quand même à Bruges, mais en même temps, c'était aussi pour titiller, challenger Kanto. Je pense que en tant que Bruges, si tu n'as pas un ou deux buts d'avance à l'aller chez toi, où tu es très performant, où tu en as mis 4 à Monaco, tu en as mis 3 à l'OM, où tu as fait 3-3 contre le Barça, au retour, ça peut être plus compliqué. Ils sont capables de faire des bons résultats, mais là, ça peut un petit peu piocher. Donc après, on prendra plaisir à les revoir. Hein. En plus, tu n'avais pas Onyedika qui a fait un excellent match à aller, a été suspendu. Voilà, c'est une équipe qui va apprendre parce que Borges, Seiss, Tresoldi, Tsolis, je pense qu'il sera vendu. Peut-être Stankovic avec l'option de rachat de l'Inter. Mais tu vois, tu as de la jeunesse. Même Sabeu, c'est quel âge C'est 21 ans. Donc pas mal de ces gamins vont prendre en expérience. Et Bruges en Ligue des Champions, ça fait pas mal d'années où on se dit tiens, ils font des choses, c'est un beau parcours à chaque fois. Il avait fait il y a quelques années dans un groupe avec l'Atlético, Leverkusen et Porto. L'an passé, ils avaient battu l'Atalanta en barrage. Ils avaient échoué en huitième contre pas l'Ajax mais Aston Villa. Donc ça progresse petit à petit. Là, ça s'arrête en barrage, mais ils peuvent être fiers encore une fois de cette phase de groupe et de certaines grosses performances. Après, tu vois. Il y a des joueurs qui vont continuer à développer, les Cissé Sandra, les anciens joueurs de Ligue des Talents, le Maréchal, Diacon. Voilà, ils vont se refaire la cerise sur quelques grosses ventes. Ordonez, Tsolis, Stankovic. Là, rien qu'avec ces trois-là, c'est plus de 100 millions d'euros hein, potentiellement. Donc ça peut être assez sympathique. Et Tresoldi, tu me dis, Gamerax, j'attends son appel de la nationale. Alors Tresoldi, je crois qu'il est plutôt avec la sélection allemande. Tu vois, c'est 22 sélections et 10 buts avec les U21. Donc il a la double nationalité. Mais pour l'instant, je crois que c'est que les jeunes allemands. Donc tu as d'ailleurs ce maillot à l'ancienne. Là, c'est pas très soldi. C'est Beckenbauer, c'est Rummenigge qui porte ce maillot. C'est quand même très très fort. Donc tu vois, très soldi. Je pense que ça peut être plus une option pour la Mannschaft derrière Voltema 2 à l'avenir, mais après, comme t'as pas choisi ton équipe A, après oui, tu te dis, Tresoldi, t'as Moiskin, t'as Retegui, t'as Scamacca, t'as peut-être Esposito, peut-être que ça peut changer d'ici là. Mais ouais, quand je vous dis Atlético, pas grande méfiance, mais vraie curiosité, comment leur saison maintenant va pouvoir un peu switcher. Équipe qui s'est très clairement mis en mode coupe, genre le championnat, on a lâché l'affaire parce que tout à l'heure je vous ai dit ils ont perdu 2 matchs de suite, mais l'Atlético en Liga, c'est 4ème avec 13 points de moins que le Barça. Ça sent quand même pas bon, mais t'as ce 4-0 contre le Barça, le retour la semaine prochaine, mardi prochain. T'as cette Ligue des Champions où Liverpool ou Tottenham, franchement, les deux, ils peuvent se qualifier. Même contre Liverpool, et on l'avait déjà vu avec le fameux Le Turismo n'est pas mort, le but de Morata, Llorente qui se transforme comment on pourrait dire, en Frank Lampard de Prime à chaque fois qu'il affronte cette équipe. Je crois que c'est Willow qui l'avait qualifié de démon d'Anfield. Non,
si il se met en mode comme ça, un peu l'équipe à abattre dans les matchs couperés, matchs à éliminatoire, ça peut être assez intéressant. Ils vont avoir encore quelques petites limites, hein. On a vu l'aspect défensif, ils encaissent beaucoup d'occasions et tu as un très bon Black qui peut limiter la casse. Quand on sera plus efficace en face, attention. Mais maintenant, tu vois un petit peu ces différents joueurs. Tu dis ce secteur offensif où tu peux faire Simeone, Baena, Sorot Alvarez. Tu peux avoir Lookman, Griezmann. Comme ça, tu as Almada qui est resté sur le banc. C'est vrai que tu as une belle force de frappe offensive. Tu as des joueurs qui montent en puissance. Pour ça, Marc Poubel qui est pas mal du tout. Ruggieri, tu as également Johnny Cardozo. L'Atlético a quand même pas mal renouvelé son effectif, pas dire sa jeunesse, mais sa moyenne d'âge. La dernière de Simeone. Moi, je vois pas forcément Simeone partir l'été prochain, tu vois. Je pense qu'on est encore parti pour un peu de Cholismo. Mais en vrai, petite méfiance de cet Atlético en mode coupe, en mode gros tournoi. Quand je vous dis, depuis 2017, le fameux triplé de Cricri, on ne les a pas vus dans le dernier carré. Mais là, avec cette qualité, avec ces joueurs qui ont cette mentalité, et puis même, hein, c'est la dernière de Griezmann, c'est peut-être Alvarez qui peut partir. Tu as un Lookman qui a pas souvent joué la Ligue des Champions, qui veut peut-être rattraper un peu le temps perdu. Même d'autres joueurs qui veulent se montrer, ça peut le faire. Moi, j'ai pas vu passer le départ du Cholo, je t'avoue. Franchement, certains départs, je m'en souviens. Klopp, tout ça, mais on verra. Ce sont qui les adversaires pour 8e? Alors on va rappeler, hein, ça peut toujours être intéressant pour le Cholismo, mais Atletico, c'est soit Tottenham, soit Liverpool, et potentiellement en quart, par exemple, imaginons, hein, Atletico-Tottenham, et l'autre 8e, c'est Newcastle-Chelsea. Si Atletico se qualifie contre Newcastle ou Chelsea, ça peut faire le taf. Hein. Franchement, on peut avoir de nouveau une épopée pleine de testostérone et de Cholismo pour notre plus grand bonheur. Et bravo à Sorloth, parce que Sorloth, ça dit quoi un peu sa saison? 30 ans, valeur 20 millions d'euros. Et au final, au niveau des buts, Sorloth, c'est 9 buts en 24 matchs de Liga. L'an passé, c'était 20 buts en 35 matchs. Franchement, les dernières saisons, à chaque fois, c'est beau capital. Hein, 23 en 34 avec Villarreal. Et là, tu es à 5 buts en 9 matchs de LDC. Donc, t'es à 15 buts cette saison, toutes compétitions confondues, et avec la Norvège, 26 buts en 68 matchs, en sachant que Haaland, il a un ratio positif quand même. Il a plus de buts que de matchs joués. Alors, en même temps, c'est un taré totalement fou. Et avec la Norvège, t'as marqué un doublé. Donc, t'as 17 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Ce qui est pas mal. Il avait quand même une grosse série, hein, Ligue des Nations et éliminatoire. Il a quand même pas mal enchaîné le Sorloth. Perso, je ne vois que l'Atlético sortir le Bayern. Waouh, ça c'est une vraie take. Hein. Franchement, c'est vrai quand je vous dis, pour moi, il y a vraiment Bayern et Arsenal au-dessus du lot, même si elles peuvent avoir leurs failles, leurs petites méformes, mais collectivement, c'est quand même un peu plus établi. Après, je vois vraiment, pas envie de dire une sorte de meute, mais je vois Paris, City, le Real, Liverpool, peut-être cet Atlético dans ce format-là. Donc, pourquoi pas avoir une sacrée surprise. Quand je vous disais les autres matchs, j'étais sur des tournages, j'étais à droite à gauche, donc j'ai pas vu forcément les différents contenus aboutis. La victoire du Real, quand même, avec la petite danse de Vinicius, on voulait qu'il fasse ça, qu'il marque célébration au poteau. Et Vinicius qui est sur une vraie belle série de buts, lui pour le coup, il a marqué à l'aller, très beau but, il a marqué contre Osasuna le week-end dernier, je crois que c'est 5 buts sur les 6 derniers matchs, donc il se remet bien. En plus, t'avais Kix qui était absent, Mbappé qui devrait revenir peut-être pour le 8e. Je pense qu'il va essayer de tout faire pour être là pour le 8e de finale. Allez, c'est bien parce que Mbappé en 2026, pas dire que je le trouve fatigué, mais il a tellement enchaîné en 2025 que ça peut lui permettre de se reposer un petit peu. Et non, tu vois, Tchouaméni encore buteur est très bien parce que le premier but de Benfica, le but de Rafa où t'as Kamavinga qui est au petit trot, t'as Raúl Asensio qui est sorti en plus sur civière, Raúl Asensio qui tacle et qui va directement mettre le ballon sur Courtois. Et tu vois, tu encaisses ce but et mine de rien, t'étais à égalité. Et là, direct, la réaction, Tchouaméni qui la place très très bien, qui a été élu 2 fois homme du match de mémoire. Ouais, Benfica, très mauvais match dans la passe, très déçu du match de Pavlidis. De Benfica, il a cru un moment, mais finalement, ils sont un peu sortis du lot. C'est un peu étrange ce qu'ils ont vécu. Je sais pas trop comment expliquer, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils ont trop respecté le Real, mais en même temps, eux-mêmes, ils ont été tellement brouillons. Forcément, frustration. Est-ce qu'on peut parler du niveau de Courtois depuis le Real, hormis la première saison? Ah, mais t'as tout dit. Courtois, après moi, Courtois, il est déjà pour moi dans le top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire. Et peut-être que je vais aller plus loin, mais s'il est top 3, il n'y a pas scandale. Par rapport à tout ce qu'il a fait en Ligue des Champions, alors oui, la sélection belge, il va manquer ce titre,
pour peut-être le mettre à hauteur d'un Buffon par exemple, d'un Neuer. Mais sincèrement, ce gardien-là, ouais, il est très facilement, mais même s'il n'a pas terminé sa carrière, il a des accomplissements, il a des matchs. Enfin, la finale de Ligue des Champions contre Liverpool en 2022, est-ce qu'on se rend compte? Les 12 arrêts, les frappes qu'il va sortir sur Salah, Mané, ah non, c'est fantastique. Donc ouais, Courtois, il est déjà dans les meilleurs gardiens d'histoire. Tu sais quoi, Scalese, tu parles Buffon, Casillas, Neuer. Moi, je le mets devant Casillas, franchement. Top 3, c'est chaud en équitation, il a 0 palmarès. Après, c'est la Belgique, pas manquer de respect aux Belges, ils nous diront ce qu'ils en pensent, mais il a fait partie quand même de la génération dorée. Il a fait 3ème place Coupe du Monde 2018. Il a eu des accomplissements, tu vois, avec l'équipe nationale. Mais moi, je le mets devant Casillas. De toute façon, vous savez quoi, c'est le moment, hop, le petit sondage, hop, vous mettez qui devant? Comme ça, au moins, vous allez régler cette histoire pour moi. Et on va voir un petit peu quel est votre son de cloche. Moi, pareil, hein, Saniker, respect, les premières LDC, celle de 2014, Coupe du Monde, l'arrêt sur Robben. C'est vrai qu'il a des choses. En vrai, il a des arguments, Casillas. Mais faut pas non plus avoir trop de nostalgie. Et je pense que ça peut le faire, quoi. Ah, désolé, je sais, hein, comme je te dis, ça... ça peut le faire. Mais ouais, Buffon, Neuer, je pense qu'on tient peut-être notre top 3, quoi. Et pourquoi il n'y a aucun ancien qui me parle de Lev Yashin Prime? je veux comprendre cette histoire, les amis. Ah, vous êtes beaucoup à mettre Courtois devant et je pense que ça peut s'entendre. Donc voilà, le Real qui va se passer de kicks pour quelques matchs. C'est quoi les prochaines rencontres? Tu reçois Retafe lundi, après tu vas à Vigo. Oh, Vigo, ça peut être un petit piège, hein, parce que Vigo, très bonne équipe, avec ces diables de Borja Iglesias et de Diego Aspas, donc attention. Et après, tu as le match contre Elche, mais entre-temps, tu auras donc ce 8ème de finale de LDC. Et le Kicks va tout faire pour revenir à temps. Et ensuite, Newcastle qui a continué de dérouler face à Karabakh, 3 buts de plus, quand même 2 buts encaissés, mais ça fait une nouvelle victoire. Après, le succès te met... Enfin, les 3 buts, enfin les 6 buts à l'aller, ça me mettait tellement bien. Mais tu vois, Tonali, Joelinton, c'est vrai qu'ils ont marqué 2 buts d'entrée. Je me suis dit, waouh, Karabakh qui va peut-être repartir avec une pile. Mais bon, pour Karabakh, encore une fois, être en barrage de LDC, c'est une très belle performance. Ils ont, tu vois, accroché Chelsea à la maison, ça leur servira pour la suite. Avec Douran qui a marqué pas mal de petits buts. Latéral à gauche, hein, Elvin Kafarkiev qui a marqué à l'aller et au retour. Et lui, je crois qu'il était suivi par Saint-Etienne à temps. Donc peut-être le revoir en Ligue 1 d'ici quelques mois. Mais voilà, tu as en plus ce petite revue d'effectifs pour Eddie Howe qui met William Osula, qui met Jacob Murphy, tu as un autre Murphy qui est en latéral gauche, tu as Ramsdale qui joue d'entrée, tu as Harvey Barnes, du coup tu as pu faire reposer quelques joueurs, hein, les Anthony Gordon, donc c'est vrai que c'est pas mal pour Newcastle en vue d'aborder la première ligue, et même pourquoi pas, c'est intéressant, hein, contre Chelsea ou le Barça, ce que ça peut donner. Et on termine par le Leverkusen Olympiakos 0-0, 12 tirs, 4 cadrés. Ça paraît être un grand spectacle, ça s'est un peu neutralisé. Mais ouais, Leverkusen, qu'est-ce qu'il peut faire contre le Bayern, contre, encore une fois, Arsenal? Ça va être dur, hein, même pour l'Atalanta. Compliqué d'y voir l'exploit. Mais, je sais pas. De toute façon, j'ai pas envie de dire t'as rien à perdre, mais pour Leverkusen, je crois qu'ils ont un peu plus... ils sont comment pour la Ligue des Champions? Ils sont 6e. Ouf, ils sont un peu loin, hein, nos amis de Leverkusen. Ils sont 6e. Et Stuttgart, ils ont un match en moins. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas non plus très très loin du top 4 en Bundes. Donc pourquoi pas essayer d'aller chercher ce beau résultat, quoi. Leverkusen, ça joue qu'un 8ème. Leverkusen, on va rappeler de toute façon. Tirage au sort demain midi. Le PSG peut tomber contre Barça ou Chelsea. Galatasaray sera à Liverpool ou Tottenham. Le Real, Sporting ou City. L'Atalanta face à Arsenal ou Bayern. Et vous prenez l'autre partie de tableau. On aura donc Newcastle face à Chelsea ou le Barça. L'Atlético contre Tottenham ou Liverpool. Bodo Glimt contre City ou le Sporting. Et enfin Leverkusen contre le Bayern ou Arsenal. En sachant que l'an passé, on avait déjà eu un Bayern. Donc peut-être que pour la deuxième fois de suite, on pourrait retrouver ça. Ouais, Hoffenheim, une très belle saison. Franchement, incroyable. En plus, ils n'étaient pas dans la zone rouge il y a quelques temps. Donc ça fait quand même grandement plaisir. On va peut-être se regarder avant de se quitter le programme de l'Europa League qui va pas tarder à se lancer. Est-ce que le LOSC va pouvoir remonter ses petits buts de retard? Voilà, on a donc à 18h45 Étoile Rouge LOSC. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas les compos déjà? Oh, on a les compos magnifiques. Avec Ozer Okash, Thiago Santos, Mandier Memba, Perrault, Boadi André, Perrin, Haraldson, Mathias Fernandez, Giroud.
En vrai, même si Giroud titulaire c'est dur, franchement je pense que c'est pas loin d'être la meilleure compo côté LOSC pour aller chercher la qualif. Donc au moins ils mettent toutes les chances de leur côté. On sait qu'ils sont revenus à 3 points de l'OM en Ligue 1, mais ils vont tenter le coup à fond. Donc voilà, après maintenant, faut que dans l'aspect offensif, dans les individualités, dans le déchet technique, ils fassent tellement mieux. Mais voilà, au moins la compo elle me plaît. Tu vois, sur le papier j'aime bien ce que je vois. Donc rendez-vous à 18h45 pour le LOSC. On a aussi Pilsen Pana, tout est à faire avec un 2-2 à l'aller. Ferencváros Ludogorets, victoire 2-1 des Bulgares à l'aller. Stuttgart Celtic, le Stuttgart qui a fait une nette différence en Écosse avec une victoire 4-1. Et puis on a aussi le Celta PAOK qui avait fait, il veut même pas l'afficher, mais le Celta qui l'avait emporté, Genk Zagreb, Genk l'avait emporté, Bologne l'avait gagné d'un but, et Nottingham fait un match, Nottingham qui reçoit, qui avait mis vraiment 3-0 au Fener, donc il s'était bien chauffé, donc j'aimerais quand même une petite qualification du LOSC, même si derrière tu peux tomber contre Aston Villa ou l'OL, donc attention à ça. Et puis en Conference League, on a donc Rijeka Omonia Nicosie à l'aller 1-0 pour Rijeka, 3-2 pour Celje Drita à l'aller pour les Slovènes, Samsun Sport qui avait gagné 1-0 contre Skendia, Fiorentina 3-0 contre Jagiona, ça semble plier, Lausanne Sport qui avait fait un partout à l'aller contre Sigma Olomouc, un partout aussi pour Crystal Palace contre, je crois que c'est Kosovo Zrinjski, donc ça c'était quand même une surprise du côté de Mostar. Et puis Alkmaar aussi, qui s'était incliné contre les Arméniens de Noah. Là également, on peut parler de surprise, 1-0. Le retour est du côté des Pays-Bas. Et puis Lech Poznan qui a fait la différence contre les Finlandais de Kups. 2-0. Donc là, vous avez toutes les clés pour cette belle soirée européenne qui s'annonce. Ouais, la Fiorentina qui revient. Fiorentina, j'ai pas envie de faire l'expert. J'étais pas trop inquiet pour leur maintien en Serie A. Je savais qu'ils allaient faire une série assez vite, quoi. Vas-y, n'hésite pas à me proposer, Marty McFly, ta petite recommandation culture foot. En attendant, les amis, je vais vous laisser sur ce. Voilà, je pense qu'on a pu faire un beau débrief. Sondage, vous mettez qui devant? Courtois 85% devant Casillas, donc voilà, on est sur la même longueur d'onde. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Franchement, c'était un grand plaisir de pouvoir discuter de ces barrages, de cette projection sur les huitièmes de finale. Regarde le Transfermarkt de Sebastiano Esposito. Ah, c'est vrai que tu voulais que je regarde ça. Allez, on va te faire plaisir pour terminer en beauté. Sebastiano Esposito, lui, c'est le frère du coup, qui est en prêt à Cagliari, 23 ans. Ça a son importance. Attention. Waouh. Oh, t'imagines 23 piges. C'est le briquet ultime. Je sais pas combien de fait. Alors, 2020, premier prêt, Laspal. Deuxième, Venise. Troisième, Bâle. Quatrième, Anderlecht. Cinquième, Bari. Sixième, la Samp. Septième, Empoli. Huitième, Cagliari. 8 prêts à seulement 23 ans. Comment est-ce que tu veux qu'il se stabilise et qu'il obtienne des performances? Du coup, merci pour ta reco, parce que c'est vrai qu'au niveau prêt, tu sais que ça m'arrête même presque une vidéo, le fou des prêts, quoi. Donc là, vraiment, la fiche, elle est longue, quoi. Tu te imagines dans 10 ans, où est-ce qu'il en est? Je pense qu'on peut avoir quelque chose d'assez rigolo, quoi. Comme je vous disais, merci à vous tous de m'avoir suivi, c'était un plaisir. On se retrouve demain du coup, comme je vous dis, en fin d'après-midi, pour évoquer un petit peu ces tirages au sort, parce qu'on aura la décision en Ligue des Champions, en Europa et en Conférence, donc ça permettra de revenir à froid là-dessus. Comme toujours, on est disponible sur YouTube, rediffusion assez immédiate. Le Coq de Cyprien en podcast, Deezer, Apple et Spotify. Je vous souhaite une bonne soirée devant l'Europa et la conférence. Profitez bien du LOSC, des multiplex. Et on se dit à demain les boss. Salut à tous.